on va tout simplement commencer ce troisième cours intitulé Les oxydes lamellaires à base de lithium et de sodium, qui sont utilisés actuellement dans nos accumulateurs. Alors ce cours sera suivi d'un séminaire par Yuri Gogotsi, notre invité, qui vous montrera finalement une autre classe de matériaux qui sont les maximes et comment ces matériaux peuvent intercaler des cations et des molécules. Mais le cours, aujourd'hui, va être structuré de la façon suivante. Je vais tout d'abord vous montrer l'aspect rationnel des substitutions chimiques qui conduisent aux matériaux utilisés aujourd'hui, c'est-à-dire les NMC, montrer les améliorations des performances grâce à des dopages qui ne sont pas des dopages comme vous le verrez par la suite, l'amélioration également du design des particules en jouant sur la morphologie, où dans ce cas, on va avoir des particules à gradient de concentration. Par la suite, je vais passer tout simplement aux oxydes lamellaires du lithium à ceux de sodium. Et là, on va directement repasser en revue l'histoire de ces matériaux, leurs aspects structuraux, avec une cristallochimie très riche, voir que dans ce cas, il va y exister pas mal de lamellaires à base de métaux 3D. Et enfin, je vous donnerai quelques lignes directrices pour la synthèse raisonnée de toutes ces phases. Et enfin, on regardera une phase bien particulière et on regardera la démarche d'optimisation de cette phase pour en faire un matériau d'électrode qui sera utilisé dans les batteries à ion sodium. D'où je vais reprendre, si vous voulez, le transparent, je dirais, qui est essentiel pour comprendre cette chimie des oxydes lamellaires dans laquelle on compare tout simplement les rayons ioniques des différents métaux de transition. Et on avait vu la dernière fois que finalement, il n'y avait que deux composés que l'on pouvait réellement préparer, qui sont le cobalt, lithium-cobalt et lithium-nickel, et les autres éléments, il était impossible de les préparer. Et on avait également vu que dans le cas du nickel, on avait des problèmes associés à l'état d'oxydation nickel plus 2, et notamment à la migration de ce nickel plus 2 dans les faillots de Van der Waals, qui allait dans ce cas limiter les problèmes de diffusion et de puissance dans ces matériaux. Et de plus, générer certaines instabilités à haute température. Alors pour ce faire, je vous avais montré le pourquoi et le comment des substitutions. Je vous avais montré comment on va pouvoir mettre du cobalt, et ce cobalt va empêcher cette migration. Et également, on avait montré comment, avec l'aluminium, on pouvait améliorer les performances à haute température pour la bonne et simple raison, c'est que lorsque vous mettez de l'aluminium, automatiquement, vous allez pouvoir extraire beaucoup moins de lithium et vous allez être à des potentiels ou à des espaces interfeuillés qui vont contenir beaucoup moins de nickel plus 2. Et grâce à cela, on avait fait la double substitution cobalt et aluminium pour préparer ces fameux composés que vous connaissez tous maintenant sous le nom de NCA. Et comme vous pouvez le voir ici, vous n'avez plus toutes ces anomalies au niveau de la courbe électrochimique. Vous avez un comportement monotone et ces matériaux qui présentent des avantages en termes de sécurité, comme mentionné ici, puisque vous voyez que dans ce cas, si je trace directement la chaleur dégagée lorsque je vais chauffer ces matériaux dans un électrolyte à des températures voisines de 200 ou 220 degrés, on s'aperçoit que l'énergie ou l'enthalpie de formation est dans ce cas beaucoup moins élevée avec le cas de l'aluminium et également on va vers de plus hautes températures. Et ça, je vous avais dit, c'était les matériaux qui sont utilisés dans les accumulateurs et dans les voitures Tesla. Alors aujourd'hui, on va prendre directement une autre façon, car malgré que ce matériau soit utilisé, le problème de faire de la chimie avec l'aluminium, c'est-à-dire que vous voulez faire ces matériaux par coprécipitation, l'aluminium n'est pas un élément très simple à coprécipiter. Et ça va créer quand même des problèmes relativement complexes, je dirais, au niveau de la formation de ces matériaux. Alors une autre voie qu'on va envisager maintenant, c'est on va tout simplement essayer de faire, je dirais, des substitutions duelles à différents cations. C'est-à-dire que je vais noter MM'. Et dans ce cas, bien sûr, pour des raisons d'éco-compatibilité, ce que je voudrais faire, mettre dans mon matériau, c'est du manganèse dans ces matériaux. Mais le manganèse est à plus 3, et ce qu'on va faire, bien qu'il est assez original, c'est à faire du redox interne. Rappelez-vous, je vous ai dit que le nickel, il adore être nickel plus 2. C'est-à-dire que vous allez faire un composé à nickel plus 3, si vous allez en trop haute température, vous allez avoir un redox interne. Et il se trouve que si maintenant je couple nickel et manganèse plus 3, qu'est-ce qui se passe? Vous allez réduire votre nickel plus 3 à nickel plus 2, comme indiqué ici, et vous allez oxyder votre manganèse plus 3 à manganèse plus 4. Et dans ce cas, on va pouvoir effectivement faire la phase lithium, manganèse 0,5, nickel 0,5, O2, qui est, dans ce cas, relativement stable aux températures. Vous avez toujours, dans ce cas, quelques pourcentages de nickel plus 2
dans les feuillets Van der Waals, mais ce matériau présente des stabilités thermiques relativement importantes. Et d'ailleurs, si on regarde la performance, vous voyez que ce composé, cette phase lithium, nickel 0,5, manganèse 0,5, O2, qui a été obtenue, je dirais, par ce jeu de redox interne, peut délivrer une capacité de 180 mAh par gramme avec une très bonne tenue en cyclage. Et si on regarde effectivement le ΔH associé aux chaleurs de réaction en utilisant ce composé, vous voyez qu'ici, vous avez NiO2, dans laquelle vous avez un ΔH qui est relativement énorme, comparé à celui de cette phase nickel-manganèse. Par contre, si vous prenez un matériau qu'on verra certainement l'année prochaine, qui est la phase spinel M2O4, bien dans ce cas, vous êtes à des températures beaucoup plus élevées et avec des énergies, des enthalpies qui sont relativement plus faibles. D'où, définitivement, la substitution par le manganèse augmente fortement la stabilité thermique, mais vous n'empêchez pas complètement la migration du nickel dans les feuillets. D'où, si je résume maintenant, je vous ai montré que parmi ces différents éléments, il y a le cobalt qu'on avait vu. Tout le cobalt, il a un état d'oxydation stable, et lui peut favoriser la structure lamellaire, mais surtout, il va garder le nickel dans ses feuillets métalliques. Et par conséquent, dans ce cas, on a cependant des problèmes de sécurité avec le cobalt, et si on met maintenant le manganèse, qui lui n'a pas des performances géniales, si je peux dire, au niveau capacité, ainsi de suite, par contre, il va permettre d'obtenir, d'utiliser ces matériaux ou cette stabilité beaucoup plus grande. D'où par conséquent, ce qu'on va faire, on va prendre le meilleur des deux mondes et on va coupler tout simplement nickel, manganèse et cobalt. Et voilà directement l'origine des fameux matériaux NMC qui sont aujourd'hui utilisés mondialement sur les batteries à ion lithium. Et dans ce cas, le cobalt il va stabiliser la structure lamellaire avec en plus empêcher le nickel de migrer dans les feuilles de Van der Waals, alors que dans ce cas, le manganèse, lui, va apporter toute la stabilité aux températures. Et en effet, ces composés performent relativement bien. Et vous voyez ici, par exemple, les premiers composés qui ont été, je dirais, travaillés dans ces familles de composés. C'est d'ailleurs l'œuvre d'un professeur japonais par le nom de Ozuku, qui a été, je dirais, un leader dans ces différents composés. Et dans ce cas, on peut voir, et ça c'est une étude qui a été réalisée par Jeff Dahn, sur les stabilités thermiques de ces composés, où ce que l'on compare ici, on compare ces nouvelles phases, 1-1-1, ou avec tout simplement LiCO2. Et qu'est-ce qu'on regarde ici? On prend un matériau que l'on va charger à différents potentiels. Et bien sûr, au fur et à mesure que vous allez charger à différents potentiels, vous allez sortir davantage de lithium et vous allez vous approcher de la zone de critique au niveau stabilité thermique. Et vous voyez que dans le cas du cobalt, on est toujours à des températures de 200 ou 220 degrés, alors qu'avec ces substitutions, on repousse directement le mur à des températures de 250 degrés, comme indiqué ici. D'où on a vraiment une amélioration de ces matériaux. Et c'est vraiment grâce à cette stricte substitution, si je peux dire, qu'on a pu obtenir des matériaux relativement stables. Tout ça, je dirais, c'est des travaux qui ont eu lieu, je dirais, il y a 15 ans de ça. Et à partir de ces travaux, ça a été, je dirais, des études conséquentes au niveau de ce diagramme ternaire, si je peux dire, dans lequel vous avez le lithium-nickel, lithium-cobalt et lithium-manganèse. Et là, j'ai souligné quels sont les avantages des différentes phases. Avec le nickel qui nous donne plus d'énergie et qui va maintenir le coût, si je peux dire. Le cobalt qui va réduire et maintenir également la puissance, mais aussi décroître le coût. Et enfin, le manganèse, dans lequel, dans ce cas, vous allez décroître la performance, mais augmenter la sécurité. D'où, par conséquent, depuis 15 ans ou 20 ans, beaucoup de groupes dans le monde, des centaines de laboratoires, travaillent sur ce diagramme, dans lequel vous avez ici la concentration en manganèse. Vous voyez que lorsque la concentration en manganèse augmente, la stabilité thermique augmente. Vous voyez ici aussi que lorsque votre concentration en nickel augmente, la capacité augmente. Et lorsque votre concentration en cobalt augmente, vous avez la tenue en cyclage qui augmente. Donc voilà, si vous voulez, ces différentes études qui ont lieu actuellement sur ces systèmes. Alors aujourd'hui, le matériau le plus utilisé, c'est ce fameux 622, c'est-à-dire qui contient 60% de nickel, 20% de manganèse et 20% de cobalt.
Mais bien sûr, il y a pas mal d'études pour essayer d'augmenter encore cette capacité en ajoutant du nickel. Et ça, c'est les fameuses recherches que vous avez entendu parler sur les lamellaires riches en nickel. Et bien sûr, ces lamellaires riches en nickel, rappelez-vous, on va se rapprocher de la problématique de lithium NiO2 qui avait des aspects sécuritaires pas terribles. Alors, effectivement, beaucoup de travaux aujourd'hui sont, je dirais, dédiés au NMC 811, comme indiqué ici. Vous voyez ces tests électrochimiques où, lorsqu'on va tout simplement augmenter la tension de coupure, eh bien, on s'aperçoit que à 4,1 volts ou 4,2 volts, la tenue en cyclage est relativement correcte. Dès qu'on va à 4,3 et bien sûr à 4,6, où là on a des chutes, je dirais, considérables. Et c'est la même chose, c'est une autre étude par un autre groupe à Texas qui montre que là aussi, ces matériaux, ces 811, eh bien, ils ont certaines difficultés au potentiel. Alors, ces difficultés, elles proviennent de plusieurs choses. Tout d'abord, si on regarde la variation de volume de ces matériaux, en fonction du taux de nickel, on s'aperçoit que le delta V sur V va augmenter. C'est-à-dire au fur et à mesure que l'on va passer du 1,11 au 5,23 ou 5,32, 6,22 et ainsi de suite, on a des variations de volume et qui vont obtenir ou atteindre, je dirais, 7 à 8%. Ça veut dire que lorsque vous allez oxyder votre matériau, vous allez retirer du lithium et par conséquent, vous allez changer fortement le volume de la maille, si je peux dire, et cela va entraîner une fissuration de votre particule. Et cette fissuration de la particule va être une problématique à haut potentiel, car ça va bien sûr accélérer les réactions parasites. D'où ça, ces études. Il y a des groupes qui vont encore plus loin. Ils se rapprochent, je dirais, du point critique, où on voit des travaux actuellement sur des 90, 0,5, 0,5, où là aussi, pour faire l'histoire courte, vous voyez que bon, les premiers cycles sont relativement corrects. Les capacités obtenues, eh bien sûr, sont intéressantes, puisqu'on peut avoir du 230 ou 240 mA par gramme. Et vous voyez que dans ce cas, eh bien, il y a des chutes en capacité et de très faibles tenues en cyclage, comme indiqué ici. Alors bien sûr, le point qui baisse, ou qui blesse, c'est finalement comment vont se comporter ces matériaux en termes de sécurité. Eh bien, vous avez une courbe ici très intéressante, dans laquelle on est en train de mesurer un taux d'échauffement. Alors cette mesure se fait comment? Vous allez charger un accumulateur jusqu'à 4,2 volts et vous allez mettre cet accumulateur à 80 degrés et vous allez monter la température. Et vous montez la température et vous avez ici les résultats pour un 8,11 et un 1,11. Et qu'est-ce que vous regardez ici? Vous regardez directement le taux d'auto-échauffement. Et vous voyez que dans le cas des 8,11, dès 120 degrés, eh bien, il y a un taux d'échauffement qui devient important et on évolue aux alentours de 1 degré C par minute. Par contre, si vous prenez le 1,11, vous voyez qu'en ce cas, il faut atteindre au moins 200 degrés C pour avoir un taux d'échauffement de 0,5 degrés. D'où par conséquent, vous voyez que dans ce cas, eh bien, on se rapproche toujours de ce composé au nickel que l'on veut, alors pour plusieurs raisons. Le cobalt, je l'ai mentionné pour l'écocompatibilité, et ces aspects sont intéressants. Mais vous voyez, on n'est pas encore, on est loin d'avoir de nouveau résolu cet aspect sécuritaire. Alors si je veux résumer un peu, eh bien, aller vers ces matériaux riches en nickel eh bien, soulève quand même pas mal de difficultés. Des oxydations de l'électrolyte, dissolution des métaux 3D. Vous avez dans ce cas également des reconstructions de surface après dissolution. Vous avez la pulvérisation de la particule qui va être d'autant plus importante que vous allez essayer de sortir davantage de lithium et bien sûr avec la possibilité de navette redox. D'où par conséquent, à ce jour, bien que ça change rapidement, ces phases souffrent encore de performance en cyclage, mais aussi des problèmes de sécurité. Alors bien sûr, il y a pas mal de travaux qui sont dédiés à voir comment on pourrait pallier à cette problématique. Alors ces travaux, c'est les travaux qui existent dans le domaine des batteries depuis 25 ans, qui sont classiques, dans lesquels on va tout simplement essayer de faire des enrobages ou alors différents additifs par une chimie de greffage et ainsi de suite. Et vous voyez ici, juste pour vous donner une idée, le nombre de papiers dans la littérature dans lequel différents chercheurs essaient de faire des enrobages. Alors bien sûr, tous ces papiers vont vous dire qu'il y a une amélioration, pour la bonne et simple raison, c'est qu'ils prennent des matériaux qui sont nuls au départ, d'où on les améliore toujours. Alors, dans ce cas, eh bien, quelles sont les méthodes et quelles sont les techniques? Eh bien, il n'y a pas beaucoup d'innovation,
ça peut se résumer comme indiqué ici. Il y a les matériaux des codes d'enrobage. À ce jour, ce sont tous des oxydes. Vous avez des silicates, des niobiates, des tantalates, l'alumine, des oxydes de zirconium, des borates et ainsi de suite. Les techniques classiques, de l'ablation laser si on fait des couches minces, de l'atomic layer deposition qui est très intéressant et développé par certaines compagnies comme BASF, du broyage mécanique, du spattering, du sol gel et du spray coating. Donc voilà, si vous voulez, toutes ces techniques. Alors il est bien sûr, je ne vais pas directement prendre ces 2000 ou 3000 papiers qui existent pour directement vous résumer ce qui se passe. Par contre, ce que je voudrais faire, c'est tout simplement prendre des études certainement les plus récentes et deux sortes de travaux que je trouve assez innovants dans le domaine sur ces différentes modifications de surface ou tentatives d'amélioration des propriétés de ces lamellaires. Alors les premiers travaux sont des travaux qui ont commencé, je dirais, depuis 5 ou 6 ans, qui sont assez intéressants. Et au premier abord, ce qu'on avait observé, c'était des résultats prometteurs dans lesquels on pouvait alors doper, substituer, on verra ce que ça veut dire, ces matériaux par des éléments comme le tungstène, le molybdène, voire le niobium, voire le tantal. Et là, effectivement, on s'apercevait, et ces courbes qu'on a obtenues d'ailleurs au laboratoire, mais qui ont été, je dirais, obtenues dans beaucoup de laboratoires, montrent effectivement, quand on fait ce dopage, il y a une amélioration de la tenue en cyclage. Et ça, c'est sur des compositions indiquées ici. Beaucoup de groupes ont, je dirais, dupliqué tout cela ces 5 ou 6 dernières années. Et vous voyez ici l'effet, je peux dire, magique de ces substituants. Vous voyez ici, dans le cas du tungstène, quel que soit votre matériau d'électrode que vous prenez LiNiO, vous prenez le 811, vous prenez, je peux tous les nommer, et bien vous voyez qu'il y a toujours un effet positif. Et la question, finalement, c'est qu'est-ce qui se passe et quel est le rôle de ces dopants. Et jusque-là, je dois dire, ça a été plutôt, je dirais, un pot de cuisine dans laquelle on ajoutait cela et on ne savait pas trop ce qui se passait. Alors, il y a des travaux qui sont faits en utilisant de la microscopie électronique à haute résolution. Et vous avez ici des images sur des matériaux qui ont été dopés, par exemple, dans ce cas, au molybdène, où on voit, lorsqu'on regarde cette image en fond noir, on aperçoit dans ce cas que ces matériaux contiennent deux types de phases. Une phase lamellaire, qui est, dans ce cas, bien sûr, le composé par, et une phase désordonnée, comme indiqué ici en jaune. Et si vous prenez le diagramme de diffraction électronique, vous voyez très bien la coexistence de ces deux phases. Maintenant, si vous faites des mesures, si je peux dire plus simples, vous prenez directement un mapping au niveau IDAX, et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que finalement, vous avez des particules ici, dans lesquelles vous avez votre nickel, et ainsi de suite, et là, vous avez des particules où vous ne voyez plus du tout de nickel, mais vous avez tout simplement du molybdène. Donc ça veut dire finalement que ces matériaux qui ont été dopés ne sont pas tout simplement des matériaux monophasés, mais sont des matériaux biphasés. Et effectivement, d'autres études ont confirmé cela. Vous avez ici une étude qui a été faite récemment par le groupe de Jeff Dahn, où dans ce cas, il a utilisé le tungstène plutôt que le molybdène. Mais il a montré qu'au fur et à mesure qu'on augmentait la concentration, dans ce cas du tungstène dans ces matériaux, si on regarde le diagramme de diffraction X, on voit des légers changements, mais je ne vais pas rentrer dans l'explication, c'est-à-dire qu'en ce cas, on va déséquilibrer, je dirais, le taux de nickel et le taux de lithium, ce qui fait que vous allez avoir une petite variation de la Ré 0,03. Mais par contre, vous voyez qu'il y a un pic amorphe qui pousse au fur et à mesure qu'on augmente la concentration. Et si on s'amuse à faire des concentrations beaucoup plus importantes, c'est-à-dire lithium sur nickel plus tungstène égale à 1,06, là, on peut mettre en évidence une nouvelle phase qui est la phase lithium-6, WO6. D'où ça, ça vous montre directement qu'on a deux phases dans ces matériaux. Alors ensuite, la question qu'on peut se poser, OK, on a deux phases, mais pourquoi ces deux phases vont être bénéfiques à la performance en cyclage? Alors si on regarde maintenant, quelle va être l'évolution morphologique des particules de ces matériaux en fonction du traitement en température. Vous avez ici deux images qui vous montrent le cas d'un classique de lithium nickel oxyde et voilà d'un composé dans lequel vous avez ajouté du tungstène. Et qu'est-ce que vous voyez? C'est que dans le cas où il n'y a pas de tungstène, vous avez une augmentation continue, si je peux dire, de la taille de la particule au fur et à mesure que vous allez augmenter votre chauffage. Par contre, si maintenant je regarde dans le cas où j'ajoute du tungstène,
et vous voyez que les particules restent tout simplement relativement petites. Ça veut dire que finalement, il se forme une gangue autour des particules qui va empêcher la nucléation croissance au fur et à mesure que vous augmentez la température. D'où, ce qui se passe, eh bien, c'est que cette phase additionnelle, cette phase secondaire, eh bien, va se trouver au joint de grain. Et elle va contrôler la croissance. Alors, le bénéfice de tout ça, eh bien, on le voit tout simplement au niveau du cyclage. Et je vous montre ici, finalement, deux batteries qui ont été ouvertes après 100 cycles, l'une contenant vierge, pristine, et l'autre contenant un additif qui, de nouveau, peut être tout simplement tungstène et autres. Vous voyez qu'en ce cas, eh bien, vous avez une fissuration de la particule dans ce premier cas, jusqu'à 4,3 volts, alors qu'ici, vous n'avez aucune fissuration. Et tout ça, eh bien, ça peut s'expliquer tout simplement par, je dirais, cet effet d'enrobage de surface. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut, dans certains cas, comme ça a été fait ici, dans ce cas, eh bien, le précurseur d'hydroxyde de nickel a été préparé, et ensuite, les chercheurs sont allés mettre un enrobage de WO3 autour des particules. Et lorsque vous faites la synthèse, eh bien, vous avez, dans ce cas, des particules de matériaux actifs qui sont enrobées par cette phase cristalline ou cette phase amorphe, qui est, dans certains cas, un tungstate lithium ou, dans d'autres cas, un molybdate lithium. Et on a un procédé, à l'heure actuelle, qu'on peut maintenant maîtriser, où on peut ajuster les taux d'additifs, et on peut, dans ce cas, on utilise finalement ces phases, ces tungstates, ces molybdates ou tantalates, comme des fondants qui vont, dans ce cas, eh bien, contrôler la taille, la croissance et la nucléation de ces particules, et ensuite eh bien, les protéger au niveau de la fissuration. Donc voilà, je dirais, des travaux intéressants qui semblent aujourd'hui bien améliorer les propriétés des 8-1-1 dont je vous ai mentionné auparavant. Donc voilà, si vous voulez, l'approche assez originale que je voulais mentionner, qui se fait récemment, d'ailleurs, ça c'est des travaux vraiment, vraiment récents qui se font, ou du moins on comprend ce qui se passe. Ensuite, une autre approche que je voudrais vous présenter, c'est une approche qui est un peu plus vieille, si je peux dire. Elle a été initiée de cela 8 ou 9 ans en Corée, et elle consiste, je dirais, la préparation de particules cœur-couronne. Alors, effectivement, ça revient une fois de plus au fait que je vous ai mentionné, c'est qu'on a ces phases, si elles sont riches en manganèse, eh bien elles vont tout simplement augmenter ma stabilité thermique, et si elles sont riches en nickel, elles vont me porter la capacité. D'où par conséquent, je vais tout simplement essayer maintenant de dessiner des particules dans lesquelles je vais séparer ces deux phases. D'où vous avez ici mon cœur de la particule. C'est ce cœur qui va me donner, dans ce cas, la capacité, et je vais tout simplement, ce cœur qui est riche en nickel, et je vais maintenant l'entourer d'un cœur, l'entourer d'une coquille qui va être riche en manganèse. Et dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Vous voyez que je couple à l'intérieur de la particule ma capacité avec, en surface, ma protection ou ma stabilité thermique. Et on peut, dans ce cas, bien réaliser ces particules cœur-coquille qui vont, comme vous allez voir par la suite, montrer des performances intéressantes. Alors, comment se fait cela? Alors, pour ce faire, eh bien, ça va être une chimie de coprécipitation dans laquelle, dans un premier temps, eh bien, on va préparer tout simplement les particules ou les précurseurs qui vont être des hydroxydes contenant ces trois éléments dans les compositions indiquées ici. Une fois que ces particules seront obtenues, eh bien, par coprécipitation, on va aller déposer sur ces particules une solution qui va être maintenant beaucoup plus riche en manganèse. Et ayant ces particules, bien ensuite on va faire des traitements, et vous voyez les traitements qui peuvent être effectués, et vous apercevez ici très bien le cœur ainsi que la surface de la particule. D'où on a effectivement ces phases qui, je peux dire, sont structurées, et de ces phases structurées, on peut les étudier par la suite et voir comme vous voyez ici, par ces mesures de microsondes électroniques, où maintenant je peux balayer la section transversale et mesurer la répartition en nickel, cobalt et manganèse. Et vous voyez effectivement que la teneur en nickel est maximale à l'intérieur du massif, avec, dans ce cas, eh bien, au pourtour, vous avez une augmentation de manganèse, et qui est, dans ce cas, le plus important. Grâce à cela, eh bien, on peut obtenir, comme vous pouvez voir ici, de meilleures tenues en cyclage. Vous comparez le composé normal, pristine, si je peux dire, avec le composé dans lequel vous n'avez pas fait
vous n'avez plutôt pas un gradient de concentration, c'est un échantillon corps coquille en ce compte-là. Vous voyez la amélioration. Et de nouveau, effectivement, en ayant, je dirais, cette surface riche en manganèse, vous allez améliorer les propriétés de stabilité thermique de ces composés à haut potentiel. D'où, voilà ce qui peut se faire. Mais malgré cela, eh bien, cette astuce présente encore quelques difficultés, notamment à haut potentiel. C'est-à-dire, rappelez-vous, à haut potentiel, parce que c'est là où je vais avoir mes changements de volume relativement importants. Et effectivement, lorsque vous allez à haut potentiel, eh bien, si vous cyclez 200-300 cycles, eh bien, on va apercevoir un décollement entre le cœur et tout simplement la coquille. Pour la bonne et simple raison, c'est que si vous enlevez une grosse quantité de lithium, eh bien, vous avez un changement de volume de 9%, et ce changement répété va entraîner un décollement de ce cœur et de cette coquille. D'où par conséquent, comment remédier à cela? Et pour remédier à cela, eh bien, les chercheurs ont utilisé, je dirais, une astuce qui est très bien connue dans les fibres optiques, où on va utiliser en ce cas, pour avoir une perte, je dirais, en puissance beaucoup moins importante, le gradient de concentration. C'est-à-dire, on va tout simplement essayer de préparer des particules dans lesquelles on va faire varier continuellement la variation du manganèse et du cobalt au travers de cette interface. Et effectivement, c'est ce qui s'est fait. Vous voyez ici une particule dont on va tout simplement, de façon continuelle, bonifier les teneurs en manganèse, cobalt et nickel pour obtenir, eh bien, à la surface, des quantités considérables, importantes de manganèse pour en assurer la stabilité. Alors, comment se fait cela? Eh bien, tout cela se fait par des méthodes de coprécipitation, bien sûr, automatisées, dans lesquelles, eh bien, on va tout d'abord préparer l'hydroxyde classique, c'est-à-dire qu'on va avoir une particule d'hydroxyde classique, et ensuite, vous avez un système de robotique, de dilution, qui va tout simplement changer les rapports de nickel, manganèse et cobalt dans les concentrations qui vont aller au pourtour. Ce qui fait que vous allez faire tout simplement une augmentation constante de la teneur en manganèse de vos solutions qui vont aller se déposer. Et grâce à cela, eh bien, vous voyez ici qu'on obtient encore des photos, des analyses par microsonde, montrent qu'effectivement, au fur et à mesure que je me rapproche de la surface, vous prenez ici par exemple le taux en manganèse, et vous voyez que ce taux en manganèse va rester constant, et dès que vous arrivez aux alentours de 2 microns de la surface, eh bien, vous voyez qu'en ce cas, on a une augmentation du manganèse. Donc voilà, si vous voulez, les astuces qui se font aujourd'hui. Et là aussi, eh bien, on voit tout simplement les avantages au niveau bien tenu en cyclage, ainsi que ce qui se passe au niveau de la stabilité ou thermique à des potentiels élevés. Vous voyez là, une fois de plus, l'avantage d'utiliser ces particules à gradient de concentration. Donc voilà, si vous voulez, à peu près, la recherche qui se fait aujourd'hui sur ces fameux matériaux d'électrodes qu'on utilise dans nos accumulateurs pour les véhicules électriques, ainsi de suite. C'est qu'aujourd'hui, on a le 622 bien, qui est utilisé partout, et on a le 811 qui commence à être intégré dans certains véhicules électriques grâce à certaines améliorations au niveau de ses performances à haut potentiel, et ainsi de suite. D'où, pour conclure ce point, je vais en terminer sur, finalement, que se passe-t-il au niveau des véhicules électriques? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le NMC est nettement plus favorisé que le NCA, car le NCA, je dirais, présente des difficultés au niveau de la sécurité à plus haut potentiel. Les répartitions des éléments, eh bien, dans un accumulateur avec des lamellaires 622 est indiqué ici. Vous avez les rapports ou les concentrations en manganèse, en cobalt et en nickel. Et si on regarde maintenant, eh bien, une prévision sur les demandes au niveau, je dirais, des matériaux d'électrode, avec les augmentations qui sont prédites, dans lesquelles on est en train de parler de plus de, je n'arrive pas à lire ici, je ne sais pas si vous lisez mieux que moi, où on parle directement de 1700 gigawattheures stockés en 2030, eh bien vous avez les quantités de matériaux qui seront nécessaires pour faire cela. C'est-à-dire qu'il vous faudra 2 100 000 tonnes eh bien, de matériaux d'électrode positive et 191 000 tonnes de lithium. Donc j'ai mis ces chiffres pour vous montrer, bien sûr, l'importance
eh bien, de trouver d'autres technologies qui puissent nous permettre finalement de mettre moins de pression sur les technologies lithium et ainsi de suite. Et ces autres technologies, bien sûr, sont les oxydes, les technologies au sodium, et qui vont être reposées, entre autres, sur des oxydes lamellaires à base de sodium. Donc ce que je veux faire maintenant, eh bien, c'est que je veux revenir ou reprendre ces oxydes lamellaires et les reprendre dans lesquels maintenant on va mettre du sodium. Alors vous allez voir pourquoi, et vous allez le comprendre très simplement, dès que je vais remettre cette fameuse slide dans laquelle je vais comparer tout simplement le rayon ionique. Et cette diapo, elle est là, la voilà. Voilà ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On s'est amusé en jouant avec les métaux 3D pour stabiliser ces lamellaires. Et maintenant, vous allez voir, je vais travailler avec le sodium, et là, tout va s'ouvrir à moi, puisque le sodium est autour de 1,02, et là, j'ai une différence énorme entre l'alcalin et le métal 3D. Donc c'est la raison pour laquelle vous allez avoir des oxydes lamellaires qui existent avec tous les métaux de transition. Okay. Et d'ailleurs, je vous montrerai par la suite comment on peut utiliser cette astuce de passer par les éléments avec le sodium pour ensuite faire des réactions d'échange d'ions et revenir sur des phases qu'on n'avait pas pu tout simplement stabiliser directement en température. D'où là, eh bien, il va y avoir, bien sûr, toute une chimie qui va être très riche avec l'alcalin et le sodium. D'où une fois de plus, vous voyez, la règle que j'ai mentionnée au départ, dès que j'augmente eh bien, ce fameux delta R, eh bien, ce rayon ionique, je vais augmenter l'or dans ces matériaux, et la raison pour laquelle, maintenant, j'ouvre finalement mon tableau périodique à tous les éléments 3D. Alors, bien sûr, tout simplement comme ça, ces lamellaires au sodium semblent relativement simples. Et vous allez voir que là aussi, il y a une complexité gigantesque au niveau de l'électrochimie. Tout d'abord, au niveau structural. Au niveau structural, eh bien, ces phases vont, je dirais, être en casse-tête, car vous allez avoir plusieurs représentations cristallographiques et plusieurs possibilités de structure. Et c'est la nomenclature qui a été établie par Delmas il y a de cela, je dirais, 40 ans, dans lequel vous avez des phases O3, des phases P3 ou des phases O1. Toutes ces phases, comme indiqué ici, eh bien, vous avez des feuillets MO2 qui sont faits tout simplement d'octaèdres qui vont partager des arêtes. Et ensuite, ils vont être tout simplement, je dirais, assemblés selon l'axe C, selon différentes positions. Et vous avez dans ce cas O3, P3, O1 et P2, O2. Alors, la lettre, dans ces configurations, va définir dans le site dans lequel l'alcalin se trouve. En effet, si vous P, ça veut dire que votre alcalin sera dans un site trigonal prismatique. O, il sera dans un site octaédrique, et T dans un site tétraédrique. Ensuite, le chiffre, eh bien, il va indiquer le nombre de mailles que vous allez avoir par unité formulaire, c'est-à-dire 1, 2 ou 3, comme indiqué ici. D'où, ça, je dirais, ça montre déjà la complexité qu'on va avoir dans ces matériaux. Et cette complexité, eh bien, on peut l'augmenter. Alors ensuite, je tiens à vous faire remarquer quand même qu'il y a des choses intéressantes. Si vous regardez ces structures O3, P3 et O1, eh bien, regardez la direction des octaèdres. Vous voyez que ces octaèdres, ils ont tous la même direction. Ça veut dire qu'en ce compte-là, eh bien, on va pouvoir faire des transformations des phases O1, P3, O3 par tout simplement des glissements de feuillets. Par contre, si je regarde maintenant la phase P2, vous voyez la phase P2, regardez cet octaèdre ici, eh bien, il n'est pas du tout la même orientation qu'ici. Ça veut dire que je ne pourrai jamais avoir, dans un accumulateur, une transition de P2 à O3, P3 ou O1. Okay. Dans ce cas, je suis obligé d'avoir, comme vous pouvez voir, tous les deux feuillets, un glissement des feuillets par directement le vecteur indiqué ici, et dans ce cas, cela va entraîner tout simplement la cassure d'une liaison. D'où chaque fois qu'on va aller de P2 à O2, c'est-à-dire P2 où je suis en trigonal prismatique, et je vais en O2, bien en octaédrique, je vais dans ce cas être obligé de tout simplement casser une liaison. Alors vous voyez la complexité de ces structures, et on peut encore les rendre plus complexes, et voilà des structures qui ont été rapportées dans ces différents composés lamellaires, où on parle de structures OP4, OP6, OP9. Tout cela, ce n'est rien d'autre que des structures, des intercroissances, comme d'ailleurs on connaissait très bien déjà dans les supraconducteurs, où il y avait pas mal d'intercroissances. Bien ici, vous avez beaucoup d'intercroissances, où, par exemple, la phase OP4
c'est une intercroissance tout simplement de O et de P, avec 4 mailles par unité formulaire, et de la même sorte au P6, et ainsi de suite. Et ensuite, pour compliquer, puisque dans ce cas, j'ai droit à tout, si je peux dire, le tableau périodique, c'est-à-dire que je vais avoir des ions, notamment le manganèse plus 3, ou le cobalt, ou même le nickel, dans lesquels je vais avoir un effet Jahn-Teller. Ça veut dire que dans ce cas, je vais déformer ma maille. Et chaque fois que j'aurai une distorsion monoclinique par rapport à l'hexagonale, eh bien, j'aurai ici la notation O'P', et je peux même avoir une distorsion triclinique dans laquelle, dans ce cas, j'aurai O'P', O'P'. OK ? Vous voyez directement la complexité. Et tout cela, eh bien, va tout simplement être régi ou être gouverné par des interactions entre les différents constituants de ce matériau. C'est-à-dire que je vais avoir des interactions attractives entre mon alcalin et mon oxygène, je vais avoir des réactions répulsives entre, bien sûr, mes deux oxygènes, répulsives entre mon alcalin et mon métal, et ainsi de suite. D'où tout cela va dépendre tout simplement de la nature de ces différents éléments et surtout de la façon dont ils vont interagir entre eux à l'intérieur d'une même structure. Et pour illustrer cela, eh bien, je vais vous montrer 3 représentations de ce qui est les phases O3, dans ce cas, l'alcalin est dans un site octaédrique, mais ce site octaédrique ne partage que des arêtes avec les octaèdres, je dirais, des feuillets. Si je prends maintenant les structures P2, eh bien, je vais avoir 2 sites ici, un site Na2 qui ne va partager que des arêtes avec les feuillets supplémentaires, et un site Na1 qui va ne partager que des faces. Et enfin, la structure P3, je dirais que la structure finalement intermédiaire, où dans ce cas, eh bien, je vais partager une face avec MO6 d'un côté et 3 arêtes de l'autre. Tout cela, bon, ça vous semble bien compliqué, mais il y a quand même une importance capitale lorsqu'on va regarder finalement comment les ions vont, je dirais, se diffuser dans ces matériaux. Et pour illustrer cela, j'ai ces schémas qui vont vous le montrer très simplement, dans lequel, vous voyez maintenant, ce que je regarde ici, c'est une structure avec le lithium ou l'alcalène en site octaédrique et l'alcalène en site prismatique. Vous voyez ici, dans le cas d'une diffusion, bien, les ions vont diffuser dans les lacunes de Van der Waals. Okay, et pour ce faire, eh bien, si je veux passer de l'octaèdre à un autre ici, dans ce feuillet de Van der Waals, vous voyez que je suis obligé de passer par cette face triangulaire. Okay. Par contre, maintenant, si je regarde dans ma structure prismatique, la même façon, je vais directement avoir cette diffusion par saut de lacune en lacune, et vous voyez que maintenant, mon ion doit passer tout simplement dans cette phase qui est un rectangle ou un plan carré. Et ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, automatiquement, l'énergie nécessaire pour faire migrer cet ion dans le cas d'une structure octaédrique et le cas d'une structure prismatique va être totalement différente et sera minimale pour la structure directement prismatique. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on va dessiner, dans un premier temps du moins, des composés pour les batteries à ion sodium, on va tenter d'avoir des phases P2 pour bénéficier finalement de cette diffusion rapide. Et cela, ça a été modélisé, et ça c'est les travaux de Gerd Seder, qui a fait des calculs de DFT pour, je dirais, regarder cette problématique et démontrer effectivement que la barrière énergétique pour la diffusion est plus faible dans le cas de NaCO2 que dans le cas de lithium-CO2. Et bien sûr, à cela va s'ajouter la haute polarisabilité de ces différents ions, notamment lithium et sodium. Et bien sûr, le sodium étant plus polarisable que le lithium. Donc voilà, si vous voulez, toutes ces bases que je voulais vous donner sur ces composés lamellaires. Et maintenant, on va tout simplement commencer à regarder comment ils se comportent dans différentes familles, avec notamment le cobalt, et ainsi de suite. Donc, le premier qu'on va regarder, effectivement, ce sont les composés au cobalt. Alors, tous ces composés eh bien, peuvent être préparés, dans ce cas, à haute température. Et ça, c'est des travaux, de nouveau, qui remontent encore dans le groupe de Bordeaux, il y a plus de 30 ans, où ils avaient étudié tout simplement, par des méthodes céramiques, les différentes phases et les différentes compositions que l'on pouvait obtenir. Et vous voyez qu'en ce cas, on a obtenu des phases O3, O'3, P2 et P'3. Tout ça est obtenu à haute température. Et notez, entre parenthèses, que vous n'avez jamais ça dans le cas du lithium. Okay, pour montrer tout simplement que dans ce cas, eh bien, il y a une flexibilité énorme au niveau du réseau. Alors ces matériaux avaient été étudiés à l'époque d'ailleurs par Claude Delmas, et voilà les premières figures qui sont indiquées ici, où les points
eh bien, tout simplement, représente le point de départ de ces courbes électrochimiques. Et vous voyez les différents comportements indiqués. Et qu'est-ce que vous retrouvez? Vous voyez ici, je trouve du O3P3, O3P'3, mais vous voyez, il y a seulement des transformations par glissement de feuillet, mais je ne trouve aucune phase P2. Cette transformation n'est pas possible. Par contre, chez cette phase P2, si maintenant j'en fais l'électrochimie, eh bien cette phase P2, eh bien, comme il faut une énergie relativement considérable pour générer ou pour passer à O1P3, eh bien, elle va tout simplement rester P2 totalement lors de l'interpolation. Et ça, c'est quand même, ça montre tout simplement que les notions que j'ai mentionnées eh bien, s'appliquent bien ici. Alors, si maintenant je veux tout simplement vous illustrer quelle va être la différence entre les phases au sodium et les phases au lithium, je crois que la meilleure façon de le faire est tout simplement ce transparent. Vous avez ici eh bien, les comportements de NaXCO2 et les comportements de lithium-CO2. Alors, vous voyez directement la chose, je dirais, très importante. Regardez ce nombre de transitions que l'on a dans les composés au sodium. Alors que dans le cas des composés au lithium, eh bien, on a certaines transitions nettement moindres. Alors pourquoi? Eh bien, la raison est très simple. Ça veut dire que dans le cas du sodium, vous avez tout simplement un ordre dû à des interactions sodium-lacune. Et cet ordre eh bien, est responsable pour toutes ces transitions que vous observez ici. Ensuite, bon, vous avez le potentiel qui est plus faible. Ici, le potentiel est plus faible, autour de 300 mV. C'est tout simplement associé au fait eh bien, qu'il sera plus facile de sortir le sodium de ces matériaux, mais également à l'échelle potentielle, qui vous montre que dans ce cas, eh bien, le potentiel du sodium est 300 mV en dessous. Et là aussi, faites pas l'erreur, ça ne vient pas directement au pouvoir réducteur, c'est des problèmes de solvatation qui expliquent tout simplement ce changement, je dirais, de potentiel. Donc voilà, si vous voulez, la caractéristique que l'on a lorsqu'on passe du lithium au sodium. Cette caractéristique, je ne vous l'avais pas montrée, mais on la retrouve identique lorsqu'on était dans les chalcogénures. Vous voyez ici le composé dont on a bien longtemps parlé, lithium X TS2. Maintenant, je passe aux phases NaX TS2. Eh bien, vous voyez tout simplement qu'on a là, dans ce cas, du O1, P3 et O3, c'est-à-dire tous ces changements lamellaires. D'où, vous voyez que la complexité de toute cette étude, je dirais, cristallographique et électrochimique, et bien sûr, pouvons-nous clarifier tout cela? Est-ce qu'on peut établir des lois empiriques de savoir comment avancer dans ces recherches? Eh bien ça, c'est le fameux diagramme qu'on appelle le diagramme d'unicité de structure, qui avait été de nouveau établi, je dirais, il y a plus de 30 ans, une fois de plus, dans lequel, qu'est-ce qu'on trace ici? On trace le rayon ionique en fonction, tout simplement, de l'ionicité de liaison, et X étant le nombre d'alcalins. Et vous avez tout simplement, dans ce cas, cette ionicité, elle va être définie par cette loi dans laquelle on va faire intervenir l'électronégativité du métal et de l'oxygène. Et grâce à cela, eh bien, on peut tout simplement ranger les composés en fonction, regardez, du rayon ionique. Et si je prends le lithium, eh bien, dans le cas du lithium, je dirais que c'était facile, on avait toujours des structures O3 et il n'y avait aucun problème. Si maintenant, je prends le cas du sodium, eh bien, on a les composés de départ, les composés stoichiométriques, qui sont tout simplement de type O3, mais avec le cas du sodium, je vais pouvoir, lors de la déintercalation, eh bien, je vais tout simplement traverser cette frontière et obtenir toutes ces phases P2 et P3. Okay. Et bien sûr, si je prends des matériaux comme le potassium, où là, on va toujours avoir du trigonal prismatique, vous allez voir que la plupart des composés au potassium sont dans ce cadran, à l'exception du composé au départ indiqué ici. D'où là, si vous voulez, vous avez, je dirais, ce diagramme d'unicité qui vous montre que vous avez deux dimensions pour contrôler le type de structure que vous voulez voir. Vous pouvez partir soit avec la phase O3, vous allez faire de la déintercalation, vous êtes sûr, vous allez tomber sur des phases P, et un autre degré de liberté est indiqué par cette flèche rouge ici, et ça c'est très intéressant, parce que maintenant je vais pouvoir directement faire un échange ionique, bien sûr dans la direction sodium-lithium, on ne fait pas l'inverse, on va toujours du plus gros vers le plus petit, et dans ce cas, je vais pouvoir directement prendre ces phases et stabiliser des matériaux que je ne pouvais pas par synthèse directe. Et d'ailleurs, c'est ainsi que finalement, on a pu, ou certains chercheurs, ont pu stabiliser, comme le pouvoir ici, une phase tout simplement lithium-CO2, comme indiqué ici. Dans ce cas, eh bien, il y a eu un échange avec directement du bromure de lithium pour obtenir cette fois une phase
vous voyez, on part d'une phase P2, et maintenant je stabilise la phase 2. Cette phase n'avait pas pu être stabilisée par synthèse directe, je suis obligé de passer par le sodium pour la stabiliser. Et si on regarde les propriétés électrochimiques de cette phase, bien intéressant, vous voyez qu'elle se comporte, je dirais, un peu, enfin beaucoup si je peux dire, comme la phase lithium-CO2, avec dans ce cas quand même des, je dirais, des points anguleux sur la courbe électrochimique qui montrent qu'on a encore une certaine mémoire de ces changements de phase. Mais au niveau capacité, eh bien, on a les mêmes valeurs. Alors pourquoi ces composés n'ont pas été poursuivis? Pour la bonne et simple raison, bien sûr, que c'est la synthèse est compliquée et vous allez encore une fois de plus introduire des étapes supplémentaires avec des réactions d'échange qui sont, je dirais, ont lieu en solution avec du bromure de lithium, mais c'est des réactions qu'on pourrait faire, je dirais, avec les céramiques à relativement basse température. Donc voilà ce qu'il y en est pour les oxydes de lithium et les phases qu'on a pu obtenir par échange. Ensuite, si on regarde le cas de NaNiO2, vous voyez que là aussi, rappelez-vous, la courbe auparavant avec le lithium était relativement, je dirais, monotone. Et bien ici, vous voyez que dans ce cas, vous avez tous ces différents accidents. Et là, selon les méthodes de synthèse, on peut obtenir, une fois de plus, des phases P2 et O3. Alors bien sûr, on travaille dans ce cas avec des stoichiométries différentes, mais surtout, on va jouer simplement sur l'environnement, c'est-à-dire quels vont être les gaz que l'on va utiliser pour faire ces synthèses. Donc voilà à peu près ce que l'on passe sur le nickel. Alors ainsi, on va les passer, je dirais, un peu en revue, mais rapidement, pour montrer que bien sûr, on peut tous les former. Et dans le cas du manganèse, même chose. C'est des synthèses qui se font à haute température, indiquées ici, dans lesquelles on a, dans ce cas, des phases P2. On a, dans ce cas, également des structures 3D pour des concentrations en sodium relativement moins importantes. Et pour montrer l'importance de la synthèse, eh bien, si vous prenez ce composé, eh bien, si vous allez à 1050 degrés C et si vous faites une trempe, vous allez obtenir la phase P2', indiquée ici, dont je vous présente ici les propriétés électrochimiques, dont il n'y a pas grand-chose, je dirais, à discuter, si ce n'est que la capacité qui est relativement intéressante, mais regardez comment cette courbe est accidentée. Et ce qui est intéressant, c'est que vous prenez cette phase maintenant, vous la mettez à 700 degrés et vous faites un refroidissement lent, et bien, vous obtenez, dans ce cas, pas la structure P2', mais une structure P2 avec le comportement indiqué ici. Donc voilà ce qui peut se faire dans le cas du manganèse. Ensuite, eh bien, il y a également le vanadium. Et le vanadium, c'est la même histoire. Vous pouvez faire les composés avec NaVO2, structure O3 ou structure P2. Vous avez ici les courbes électrochimiques, avec une fois de plus la caractéristique de tous les éléments au sodium, c'est le nombre de changements de phase. Et vous remarquerez ici quelque chose que j'ai mentionné, c'est que regardez la polarisation dans le cas où j'ai une structure O3 et dans le cas où j'ai une structure P2. Et rappelez-vous, c'est tout simplement cette diffusion qui a lieu entre ces octaèdres dans lesquels je vais à travers un triangle, ou alors avec tout simplement des trigonales prismatiques où je vais à travers un carré. Ensuite, eh bien, il y a d'autres composés qui sont intéressants, les composés du titane. Alors ce composé, j'ai tenu à le mettre, car c'est une phase, bon, NaTiO2 qui n'a peut-être rien de spécial. Enfin, rien de spécial, il y a déjà la synthèse. Je dirais que c'est une synthèse qui n'est pas classique, parce que ce n'est pas une simple méthode de synthèse en céramique. On a dans ce cas des réactifs, je dirais, qui ne peuvent pas tolérer, bien sûr, l'exposition à l'air. On va faire dans ce cas des synthèses en mettant les poudres dans un tube de nickel que l'on va sceller, et ce tube de nickel scellé, on va encore le sceller dans un tube de quartz pour obtenir cette fameuse phase O3 NaTiO2. Donc bien sûr, aucun intérêt d'un point de vue application. Cependant, ce matériau est très réactif, et s'il est très réactif, ça veut dire tout simplement que son potentiel bien de redox doit être bas, et effectivement, son potentiel redox est bas, et se situe aux alentours de 1,1, 1,2 volts. Alors ce matériau, bon, était intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est que des chercheurs, finalement, ont utilisé cette phase et ont fait un couplage avec des matériaux ou des éléments 3D ayant un bas potentiel et un potentiel élevé. Et c'est ainsi que des matériaux de type chrome-titane ont été conçus, comme indiqué ici. Et là, si je peux dire l'avantage, c'est que lorsque vous faites l'électrochimie, vous allez tout simplement, dans ce cas, sonder les deux éléments, les deux couples redox, chrome et titane. Et vous avez ici le comportement lorsque vous partez en oxydation. Et lorsque vous partez en oxydation, eh bien, vous oxydez le plus 3 en plus 4. Et bien sûr, lorsque vous partez en réduction, vous allez tout simplement réduire le titane
de plus 4 à plus 3 ou de plus 3 à plus 2 comme indiqué ici. Et avec ça, eh bien, on peut faire une batterie symétrique, c'est-à-dire que vous avez dans ce cas une sodium-ion symétrique dans lequel eh bien, vous allez tout simplement oxyder d'un côté et réduire de l'autre et vice-versa. Avec bien sûr, intéressant d'un point de vue fondamental, si je peux dire, au niveau de capacité, ça n'a pas grand-chose à voir. Enfin, eh bien, pour vraiment imiter ce qui se fait au niveau des lithium NMC, eh bien, on peut faire également la même chose. Vous avez ici une phase qui s'appellerait une sodium NMC, dans laquelle, dans ce cas, on peut préparer ces matériaux par des méthodes sol-gel, en utilisant les précurseurs d'acétate en acide citrique. Vous obtenez un gel, et ensuite vous allez simplement chauffer pour obtenir des poudres de NaNMC comme indiqué ici. Des performances, eh bien, c'est des performances relativement classiques, avec les courbes électrochimiques, une fois de plus, je dirais, accidentées, bon, des tenues en puissance qui ne sont pas terribles, il faut bien regarder ici, et avec, une fois de plus, d'énormes changements de phase, ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, un peu tous les matériaux qui ont été utilisés. Alors bien sûr, vous avez dans ce cas nickel, manganèse, cobalt, et là aussi, au niveau, je peux dire, de l'écocompatibilité, eh bien, on peut dans ce cas utiliser le fait qu'on peut former ces matériaux avec le fer. D'où par conséquent, eh bien, les dernières avancées qui ont eu dans ce domaine, eh bien, c'est ces matériaux, ces phases, qui sont des phases P2 de type sodium 2 tiers, Fe 1 tiers, manganèse 2 tiers, comme indiqué ici, ou 1 demi. Alors ces phases, eh bien, on peut les obtenir une fois de plus dans les deux configurations, configuration de type O, dans laquelle vous voyez l'électrochimique est relativement médiocre, et la configuration de type P2, où dans ce cas, eh bien, on a une courbe électrochimique relativement intéressante, avec quand même des capacités qui sont aux alentours de 200 mAh par gramme. Alors bien sûr, il y a un bémol là-dessus, c'est que je vous le montrerai par la suite. Alors si on regarde ces tenues en cyclage, et voilà les deux matériaux qui ont été synthétisés. Vous voyez ici les 200 mA, mais qui vont chuter rapidement, et la phase O3. Okay. D'où par conséquent, eh bien, ces matériaux, effectivement, sont, je dirais, théoriquement, idéalement, très intéressants pour les batteries à ion sodium, en raison de leur capacité qui présentent cependant un problème. Donc voilà ce qui se fait au niveau des matériaux entre les phases O3 et les phases P2. Bon, à partir de là, vous ne pouvez pas encore conclure quels vont être les meilleurs de ces matériaux pour faire des batteries à ion sodium. Alors, je vais vous aider un peu à faire cette conclusion en présentant la difficulté. La difficulté est indiquée ici. Donc, voilà les matériaux sur lesquels on travaillait, les phases O3 et les phases P2. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, si je regarde les capacités, eh bien, la capacité de cette fameuse phase fer-manganèse est relativement intéressante. Mais n'oubliez surtout pas qu'avec la phase P2, je pars avec une phase non stoichiométrique en sodium. Ce qui fait que lorsque je vais faire une batterie sodium-ion, eh bien, il va me manquer ce réservoir de sodium. D'où le fait de rapporter dans des papiers, dans la littérature, des capacités exacerbées sur des phases P2 est totalement inutile, car cela vous manquera lorsque vous allez faire des batteries sodium-ion. Donc c'est la raison pour laquelle, si je trace maintenant, ou si j'essaie de faire un résumé des capacités obtenues avec ces matériaux, eh bien, vous voyez ici toutes les différentes phases dont je vais mentionner, je ne vais pas tout simplement les relister, mais ce que vous avez ici, vous avez une courbe dans laquelle vous avez tout simplement les performances en demi-cellule. Alors quand je dis en demi-cellule, c'est les performances en fonction du sodium ou du lithium, dans ce cas du sodium. Et vous voyez que dans ce cas, mais dans les phases O3, je n'ai très peu de différence entre des cellules demi-cellules ou des cellules complètes qui sont en fonction du carbone. Par contre, si maintenant je prends mes phases P2, vous voyez, dû au fait que ces phases bien, sont déficitaires en sodium pour commencer, et bien, regardez ici la perte que j'ai sur ces différentes phases. Okay. D'où par conséquent, eh bien, dans ce cas, il va falloir tout simplement essayer d'augmenter les capacités de ces matériaux en travaillant, si je peux dire, sur ces phases O3 pour obtenir, je dirais, les phases qui étaient aujourd'hui, je dirais, les meilleures au niveau capacité, qui sont ces fameux NVPF. D'où par conséquent, eh bien, c'est ce qu'on va regarder. Alors pour regarder à cela, eh bien, une fois de plus, on va repartir, je dirais, dans la synthèse de ces matériaux, mais là aussi c'est une tâche difficile, comme vous l'avez mentionné, due aux différentes structures, aux différents polymorphes et ainsi de suite. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, dans ce cas, des chercheurs, tout récemment d'ailleurs,
c'est un papier qui est sorti dans Science en 2021, ont essayé finalement de, je n'oserais pas dire modéliser, mais de regarder ou de revisiter ce fameux diagramme d'ionicité dont je vous ai mentionné auparavant. Et ce diagramme d'ionicité dont je vous ai mentionné, eh bien, il faisait état du rayon ionique, mais également de l'électronégativité. Alors, bien sûr, la difficulté est bien que si maintenant, et comme je vous l'ai montré, rappelez-vous, je fais des composés M, M', eh bien, je ne peux pas avoir accès, grâce à ce diagramme d'ionicité, où je ne peux pas directement voir l'effet de M et de M' de les directement conjuguer. D'où par conséquent, eh bien, on va directement maintenant voir une meilleure description, comment on pourrait décrire beaucoup mieux ces diagrammes. Et bien, pour ce faire, on va utiliser le potentiel ionique. Alors, le potentiel ionique, ce n'est pas rien de very compliqué, hein. Ce n'est rien d'autre que le rapport de la charge sur le rayon ionique. Okay, et on va définir un potentiel cationique, et ce potentiel cationique eh bien, va être défini par la relation indiquée ici, qui est tout simplement ce potentiel ionique du métaux de transition par le potentiel ionique de l'alcalin sur le potentiel ionique de l'oxygène. Avec ces potentiels ioniques, eh bien, maintenant qu'on va pouvoir faire une sommation sur différents cations que j'ai, M ou M', comme indiqué ici, et on va pouvoir tout simplement, dans ce cas, eh bien, reconstruire un diagramme identique au précédent, mais dans lequel maintenant je vais avoir tout simplement ce que j'appellerais le potentiel ionique du sodium sur maintenant le potentiel cationique comme indiqué ici. Et vous voyez que j'ai de nouveau deux cadrans dans lesquels j'ai les phases de type O3 et les phases de type P2. Mais dans ce cas, vous voyez que j'ai différents éléments avec différents cations. D'où, maintenant, eh bien, je dirais, j'ai finalement un terrain de jeu beaucoup plus simple dans lequel je vais pouvoir jouer et voir comment je vais pouvoir stabiliser différentes phases. Et en effet, un exemple, je terminerai là-dessus, que je vous montrerai, comment les chercheurs ont opéré. Eh bien, ils ont pris directement cette fameuse phase, alors une phase qui a une longue histoire, hein, sodium, lithium 1 tiers, Mn2 tiers, O2, qui avait été prédite par la DFT, mais qui avait été non obtenue. D'ailleurs, une phase qu'on a obtenue il y a 1 an dans notre groupe, mais cela peu importe. Lorsque ces chercheurs ont écrit le papier, eh bien, ils ont essayé de stabiliser cette phase. Alors, pour stabiliser cette phase, eh bien, automatiquement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement essayé de se déplacer dans ce domaine de structure de type O3. Pour ce faire, eh bien, si vous voulez faire ça, vous devez vous déplacer dans cette direction. Vous devez, dans ce cas, baisser votre potentiel cationique. D'où, si vous regardez le tableau périodique, eh bien, pour baisser ce potentiel cationique, eh bien, je vais tout simplement substituer le manganèse par le titane plus 4, car il a un potentiel cationique plus bas. Et en faisant cela, effectivement, vous pouvez directement stabiliser cette phase. Ensuite, maintenant, la question que vous pouvez poser, maintenant, je voudrais ce matériau en phase P2. Donc, si je veux aller en phase P2, qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant aller dans cette direction. Donc, je dois augmenter mon potentiel cationique. Eh bien, on peut augmenter son potentiel cationique en faisant les substitutions comme indiqué ici. Maintenant, si je cherche un potentiel cationique, excusez-moi, plus important que le manganèse, mais c'est très difficile, je n'ai pas d'éléments qui vont pouvoir me l'apporter. Donc, je suis obligé, dans ce cas, de décroître ma concentration en sodium et compenser par du lithium. Et effectivement, voilà le matériau qui a été directement synthétisé. D'où, là aussi, ça vous montre, je dirais, de la synthèse raisonnée de phases P2 et P3, avec la petite histoire derrière, c'est qu'à l'époque, dans ces matériaux, il y a de la ionique redox dont les chercheurs n'avaient pas directement tilté dessus, où ça se caractérise très bien ici. Donc voilà, pour vous donner comment on peut jouer finalement sur cette chimie, je dirais, de synthèse, et en utilisant, je dirais, ces diagrammes qui sont relativement simples et sur lesquels il faut tout simplement savoir comment les lire et comment se déplacer. Bon, je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. J'ai une fois de plus préparé trop de choses. Vous avez de la chance. Hein. Et je vais maintenant laisser la parole à notre invité, qui est Yuri Gogotsi, sur, comment dire, prenez 5-10 minutes pour qu'il s'installe, et ensuite, eh bien, on commencera. Voilà, merci.